Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui nous sommes vendredi, donc c'est un article de Journal Ésotérique Ancien que je vais vous proposer. J'avais envie d'aborder un petit peu la revue L'Initiation. Vous savez, c'est la revue qu'avait fait Papus à une époque dans les années 85, alors 1885, 1890, peut-être même après. Et là je vous ai trouvé un article directement écrit par Papus qui s'appelle Les Sociétés d'initiation en 1889. Paru dans le volume, je crois numéro 3, de la deuxième année du journal L'Initiation. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai commencé à regarder un peu. Il s'agit de l'énumération des plus grandes sociétés secrètes qui existent en 1889, donc il en parle, il va donner son avis. Vous vous doutez bien, il va y avoir la franc-maçonnerie, on va avoir toute la société théosophique, on va avoir également des petites annotations sur des sociétés secrètes qui sont un peu moins connues, qui s'appellent The Esoterics. On a aussi H.B.L, j'aimerais bien savoir ce que c'est exactement. J'ai ma petite idée, mais je vais quand même vérifier avant de vous dire des bêtises. On a bien sûr les martinistes, les Rose-Croix. Donc ça permet de faire un petit tour et d'avoir aussi une vision de Papus. Alors sachant que les temps ont changé, bien entendu, aujourd'hui on est plus de 100 ans après, il faudra avoir aussi du recul par rapport à tout ça et voir la différence qu'on a entre aujourd'hui et même à l'époque, entre ce qui existait et on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Alors cette partie se trouve dans la partie initiatique du journal et ici ça s'intitulera Société d'initiation en 1889. Oui, donc on a un petit résumé que j'avais pas vu. Franc-maçonnerie, société théosophique et ses dérivés. H.B.L, on va voir ce que c'est, martiniste, Rose-Croix, Spirit. Donc là je viens de vérifier, c'est la fraternité hermétique de Luxor, le H.B.L. Donc nommé à l'époque dans son activité Hermetic Brotherhood of Luxor. Voilà, société occultiste. Ok, c'est parti. Le mot d'initié ne désigne pas le moins du monde un homme doué de pouvoirs extraordinaires, mais bien un étudiant en occultisme parvenu à la connaissance des principes élémentaires de l'ésotérisme. Il nous met une petite annotation. Initium veut dire commencement, ce qui prouve péremptoirement la vérité de nos dires. On peut devenir un initié par le travail personnel ou par l'enseignement progressif des sociétés d'initiation. Ce sont ces dernières qui vont nous occuper aujourd'hui. Les sociétés d'initiation sont plus nombreuses qu'on ne le pense généralement. Aussi n'avons-nous pas la prétention de les énumérer toutes. Oui, on va pas tout voir, comme vous savez. Ah oui, je préviens pour ceux qui arrivent sur la chaîne par hasard et qui ne connaissent pas, ce sont des lectures commentées. Ensuite, après une enquête assez longue mais surtout difficile, nous sommes parvenus à posséder des renseignements fort intéressants sur l'existence et l'organisation de sociétés peu connues, sinon totalement ignorées, malgré le nombre de leurs membres. Ce sont ces renseignements que nous livrons à nos lecteurs. Alors, faut savoir, sous grande réserve, toutefois, c'était l'autre page. Faut savoir que Papus, il a un peu gravité partout. D'ailleurs, il était très critiqué, parce que justement, on disait qu'il était intenable. En fin de compte, il était très indépendant, donc il a participé à pas mal de sociétés secrètes directement, en donnant aussi son avis et finalement en élaborant certaines choses avec les fondateurs, puisqu'il est connu pour ça et pour sa connaissance, jusqu'à créer lui-même le martinisme. D'ailleurs, je vous ai mis une petite vidéo en post d'une autre chaîne qui était très intéressante sur une vidéo concernant la vie de Papus. Franchement, c'était vraiment, vraiment bien fait. On continue dans l'article. Nous avons été aux sources les plus sûres, informant de notre but les intéressés et les priant de nous donner tout ce qu'on pouvait sans crainte livrer au public. Sachant qu'à l'époque c'était moins ouvert. Nous avons été bien accueillis presque toujours. Bah tu m'étonnes, c'est Monsieur Papus quand même. Quant aux sociétés plus connues, comme la franc-maçonnerie et la société théosophique, nos travaux antérieurs nous permettent depuis longtemps d'en posséder l'organisation générale, ce qui n'est du reste jamais caché. Sachant que Papus a appartenu un petit moment à la franc-maçonnerie un moment, mais il y a eu des altercations, enfin tout simplement des incompréhensions et puis surtout des
des choses sur lesquelles il n'était pas d'accord, donc c'est pour ça qu'il en est parti. Le public sera mis à même, par cette étude sommaire, de juger de l'importance du mouvement provoqué par la science occulte en 1889. Mouvement qui chaque jour prend une grande extension et qui aura bientôt raison, dans le monde entier, des préjugés des générations qui s'écroulent. Le césarisme en politique et le matérialisme en sciences. Malgré les efforts désespérés des universités officielles dans tous les pays, le magnétisme animal a conquis droit de cité dans la science. Magnétisme animal, c'est pas le magnétisme sur les animaux, les amis, hein. On est en 1800, ça désigne autre chose. Le spiritualisme compte des adhérents par millions et la société théosophique répand son enseignement dans les deux hémisphères par une multitude de branches dont le nombre va sans cesse croissant. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté d'autres vidéos forcément sur la chaîne où je parle de ça, à l'époque, c'était une grande mode. L'occultisme était vraiment ouvert, c'était une période très intellectuelle au niveau des gens. Alors les gens se plaignaient au niveau géopolitique un petit peu aussi, hein. On a quelques articles qui parlent de ça, je vous en ai mis aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait une ouverture vers les sciences occultes qui était quand même un peu différente de la nôtre et qui était beaucoup plus généralisée. Sont venues après quand même les guerres, hein. Rappelons-nous, vous avez vu la période, on a eu les guerres et aujourd'hui, on en est là où on en est. Avec toute la période New Age qu'on a traversée entre 1980 et on va dire même 2010. Là, c'est en train de changer, on a beaucoup plus de gens qui sont plus dans la pratique. Donc c'est vrai que ça, pour ça, c'est pas mal. Alors, là, c'était plutôt un mouvement intellectuel. Toutes les soirées, comme je le dis souvent, le samedi soir, vous allez chez des amis et puis c'était le médium en action avec l'apparition des fantômes, les tables tournantes, ça c'est vraiment des sujets qu'on voit partout avec un nombre de revues sur le sujet et occultiste, et même dans des articles comme on avait vu des articles du journal de l'Est de la France ou du Nord, on trouvait des choses et on trouvait des passages sur De Gaïta, Eliphas Lévy, Papus, ce genre de choses. Donc c'était quelque chose qui était quand même sacrément courant. Alors il continue sur la société théosophique. C'est là un mouvement irrésistible dont il nous faut établir l'importance possible dans chacune de ses divisions. La franc-maçonnerie, c'est celle qu'on connaît le plus nous aujourd'hui en France en tout cas, en Europe. La société théosophique et ses dérivés. L'HB donc ce qu'on avait dit, c'était Brotherhood Hermetic Luxor, donc c'était la fraternité hermétique de Luxor. Les martinistes, la Rose-Croix et les spirites vont être successivement étudiés à ce point de vue. On va commencer par la franc-maçonnerie. Vous doutez bien que c'est le morceau qui va être le plus long, puisque c'est le plus documenté, et je pense qu'à mon avis, en termes de personnes qui comptent les rangs, ça doit être le plus important. La franc-maçonnerie est la plus connue des sociétés d'initiation, sachant que c'était pas la même certainement à l'époque qu'aujourd'hui. Pensez bien. Et puis il y a plusieurs loges, mais je pense qu'il va en parler, mais je pense qu'aujourd'hui ça a bien dû changer quand même. Elle n'est pas aujourd'hui centre initiatique de nom. Cependant, comme d'un jour à l'autre, elle peut reprendre toute sa vigueur. Il nous faut en parler tout d'abord. L'organisation franc-maçonnique varie suivant chacun des nombreux rites entre lesquels est divisée cette grande association. En général, chaque rite comprend un nombre déterminé de grades ou degrés divisés en plusieurs séries. Le rite écossais est un des plus importants, sinon le plus important, au point de vue international. Il est divisé en 3 séries. La maçonnerie bleue, pratiquée dans les loges et comprenant 3 grades, la maçonnerie rouge, pratiquée dans les chapitres et comprenant 15 grades, du 3e au 18e inclusivement, la maçonnerie noire, pratiquée dans les aéropages et comprenant 12 grades, du 18e au 30e inclusivement. Alors, ensuite, c'est intéressant quand même de voir ces 3 couleurs, et peut-être on peut comprendre certaines choses. Et vous avez vu, donc vraiment les 3 premiers grades, c'est pour la bleue. Ensuite, du 3e au 18e,
Là, on a la rouge, et la noire, on est vraiment du 18e au 30e. Enfin, la 4e série, la maçonnerie blanche, synthétise les 3 précédentes dans une même direction. Elle comprend 3 grades, les 31e, 32e et 33e. Voilà. Et sachant apparemment qu'au niveau des passages, il me semble qu'il y en a qu'on peut passer en plusieurs... vous pouvez par exemple passer, je crois, 3 grades d'un coup, il me semble. Alors qu'on me corrige, parce que ça, je ne saurais pas, mais j'avais entendu parler de ça. Le rite écossais ancien accepté est celui qui possède les données symboliques et traditionnelles les plus complètes. Naturellement, à l'insu de ses membres. Bah oui, j'imagine qu'au moment où on le passe, même s'il est accepté, les praticiens découvrent le rite en lui-même. Donc moi, je le vois comme ça dans cette phrase. Nous n'avons pas à faire une étude détaillée de chacun des nombreux rites maçonniques. Voici un tableau résumant très approximativement le nombre des membres et des principaux rites. On trouvera des détails complémentaires dans l'orthodoxie maçonnique de Ragon. Donc le rite d'York ou de Royal Arch, donc qui comporte quand même 767 170 membres. Je crois que c'est que la France. Non, en plus à l'époque ils étaient moins nombreux. Il faudrait vérifier, mais a priori, c'est que la France. Oui, quand même, c'est que la France. Rite écossais ancien accepté, 160 145 membres. Rite d'Hérodome, 92 760. Rite français, 18 000. Alors là, on voit que le rite, qui contient presque tous les matérialistes, n'a, comparativement, qu'un nombre infime de membres. Ensuite, le rite de Zinzendorf, donc 8120 membres, le rite éclectique 4200 membres, le rite écossais philosophique 3700, rite écossais ancien réformé 3200, rite de Swedenborg 2700, rite de Misraïm et de Memphis 2500, soit au total 1 062 495 membres. Total, voilà, il le met. Donc c'est le nombre de maçons actifs sans compter les rites divers et assez nombreux qui comptent moins de 2000 membres. Il est facile de concevoir l'influence qui pourrait tirer de cette force si elle était drainée et utilisée avec intelligence. Ouais. Malheureusement, l'entente est loin d'exister entre les divers rites, ce qui divise les effets à l'infini sans réelle utilité pratique. L'entrée dans la franc-maçonnerie est des plus faciles, surtout en France. On se fait présenter dans une loge qui, après une enquête sommaire sur la moralité et les opinions du candidat, procédait à son initiation. Oui, le candidat procède à son initiation. L'enseignement donné dans cette initiation est des plus grotesques. Alors ça, c'est Papus qui parle, mais d'un autre côté, il a vécu. Le sens des symboles étant perdu, le vénérable président de la loge remplace le symbolisme par des commentaires de son cru. Il en est du même du F, c'est F 3 points, triangle, orateur. La politique et la philosophie primaire se partagent également cet enseignement où aucune donnée vraiment transcendante ou initiatique n'est fournie au candidat. Alors il faut préciser ici que Papus étant un érudit, un chercheur, invétéré sur tout ce qui est occultisme, ésotérisme, il a quasiment étudié toutes les langues possibles des textes anciens, forcément il va avoir un regard critique là-dessus, c'est un adepte du symbolisme et des pratiques, donc sans parler de tout ce qui est astrologie, je veux pas vous faire tout un résumé, mais au niveau c'est un chercheur, donc forcément là, on est plus sur quelque chose qui va moins lui correspondre, effectivement. Alors, on va en venir sur la partie financière, c'est intéressant. Tout frais compris, une initiation de ce genre revient environ à 100 francs pour un profane aisé et à 60 francs pour un profane ordinaire. Donc, francs de l'époque. Il dit pas si c'est par an ou par mois. Si le nouveau frère ne retire guère d'avantages intellectuels de son entrée dans l'ordre, les avantages matériels comblent agréablement cette lacune. La franc-maçonnerie est devenue en effet une vaste société de secours mutuels
doublé en France d'une association politique militante. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose, en tout cas, qui restera plutôt que l'occultisme, on aura quand même une partie politique. Militante, comme il dit. On part de 1889, je vous laisse faire vos jugements aujourd'hui. Si elle a perdu son importance initiatique, du moins possède-t-elle encore toute sa valeur sociale, c'est à ce titre qu'elle a le droit à toute notre admiration et tout notre respect. Oui, c'est pas pour rien qu'ils disent une fraternité. Et il y a aussi autre chose, c'est marrant parce que voilà, ils critiquent déjà aussi l'importance, la perte de l'importance initiatique. Et si vous connaissez les personnes de cet ordre autour de vous, quelques-uns en parlent. Ainsi que nous l'avons déjà dit, la portée pratique de cette société peut devenir fort grande le jour où ses membres éclairés comprendront la nécessité de sacrifier impitoyablement les personnalités à l'ordre tout entier. Ce jour viendra-t-il jamais? On va relire ce passage parce que, ainsi que nous l'avons déjà dit, la portée pratique de cette société peut devenir fort grande le jour où ses membres éclairés comprendront la nécessité de sacrifier impitoyablement les personnalités de l'ordre tout entier. Je vous laisse réfléchir à cette phrase. Ce jour viendra-t-il jamais? De nombreux défauts viennent donc détruire les incontestables qualités de la franc-maçonnerie. Un des plus graves, c'est l'imitation constante de l'ennemi commun. Le cléricanisme, dans l'exploitation pécuniaire des membres. Le tronc de la veuve circule trop souvent et l'organisation financière, tronc de la veuve il le mendiait, et l'organisation financière trop prépondérante nuira toujours à la considération de l'ordre par les initiés sérieux. À ce défaut s'ajoute indifférence de la plupart des membres pour la société. À ce défaut s'ajoute l'indifférence de la plupart des membres pour la société. Désabusés sur ce qu'ils croyaient apprendre ou ayant tiré tout le profit possible de leur initiation, matériellement parlant, ils se désintéressèrent peu à peu du mouvement, sauf quelques rares travailleurs. Une preuve assez piquante de ce fait nous est fournie par le récent déboire d'une revue franc-maçonnique, La Truelle, qui, malgré ses appels désespérés aux loges et aux frères de tous les rites, n'avait pu recruter plus de 69 abonnés. Aussi, il faut voir avec quelle colère le numéro Testament de cette revue flétrit la coupable indifférence des frères. Ceci, du reste, n'avait pas si mal fait vu la médiocrité marquante de La Truelle au point de vue initiatique. En résumé, la franc-maçonnerie, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, nous montre une organisation excellente en tout point, n'ayant pas produit les résultats qu'on pouvait attendre d'elle à cause du manque de cohésion des rites et des frères entre eux. Espérons que bientôt cet ordre magnifique reprendra la place qui lui est due grâce à l'unification des grades et des rites. Puisse le ternaire ésotérique de la maçonnerie devenir le symbole universel de l'ésotérisme tout entier. Là, il met le fameux triangle avec le tétragramme à l'intérieur, avec à la gauche le 3e grade maître, à droite grosse croix 18e et 30e kadosh. Ensuite, on va passer à la Société théosophique, fondée en 1875, donc pour eux c'était pas si vieux, vu qu'ils sont en 1889. La Société théosophique compte aujourd'hui 173 branches, ainsi réparties. Ah oui, ça rigole pas. Indécélant, 129 branches. Pour l'Europe, avec l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, la France, la Russie, Corfou, Hollande, Autriche, donc ça fait partie pour l'Europe à l'époque, c'est 13 branches. Sachant que c'est l'Angleterre qu'on a le plus, hein. La France en a que 2. L'Amérique, 25 branches, l'Afrique, 1 branche, l'Australie, 2 branches, l'Inde occidentale, 2 branches, le Japon, 1, ce qui nous fait au total 173. Ce serait intéressant pour savoir au niveau du nombre des francs-maçons, je crois qu'on était 1 062 000, est-ce que c'est uniquement en France? Si quelqu'un peut vérifier cette donnée. Ou est-ce que c'est par exemple en Europe pour l'époque ou dans le monde, ça me paraît pas beaucoup. Mais bon, vu
l'engouement qu'il y a eu, faut voir. Et puis faut voir. Chaque branche de la société théosophique équivaut à une loge franc-maçonnique. Donc ça fait beaucoup. Les branches jouissent de la plus grande autonomie possible. Elles s'administrent elles-mêmes, fixent leurs cotisations et élisent leurs officiers. À savoir si elles sont dépendantes entre elles. Est-ce que c'est comme les francs-maçons, c'est-à-dire sont des ordres différents parmi les francs-maçons, ou est-ce que c'est vraiment simplement des loges différentes? C'est juste par remplacement, vous voyez ce que je veux dire? Elles sont toutes rattachées à un centre commun qui est à Diyar Madras dans l'Inde. Bon, quand même. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un seul vecteur au final. On peut évaluer très approximativement le nombre des membres de la société théosophique à 100 000. Il y a plusieurs catégories de ces membres. Dans la société, il y a les membres des branches qui ne sont pas toujours membres de la société mère, et il y a les membres de la société théosophique mère, pourvus d'un diplôme spécial. Le droit d'entrée dans la société théosophique, primitivement fixé à 25 francs, vient d'être aboli par le dernier Conseil général ainsi que les cotisations annuelles de la société mère. Félicitons le Conseil de cette mesure qui ne peut qu'aider à la diffusion de la théosophie. Oui, donc c'est complètement différent en termes pécuniaires. Et même, vous avez vu, 25 francs, bon après il y a encore des droits annuels, donc faut voir. Donc là, tout a été aboli, donc bon, la porte est ouverte. Mais aujourd'hui, je sais pas si on en a encore beaucoup des théosophes. L'enseignement donné aux membres a le grave défaut de n'être pas méthodique et gradué. On recommande des livres pour la plupart en anglais, et l'initiation se fait un peu à la diable, quoique les doctrines enseignées soient vraiment intéressantes et dignes de la plus haute attention. C'est grâce à la société théosophique que la science ésotérique conservée dans l'Inde commence à nous être dévoilée peu à peu et à éclaircir d'un jour tout nouveau les traditions occidentales qu'elle confirme sur presque tous les points. Là, je vous renvoie à Elena Blavatsky. L'initiation des membres dépend beaucoup de l'activité des branches locales, et nous devons mentionner à ce propos les branches de Paris, qui se sont toujours montrées parmi les plus actives de la société théosophique. L'ISIS, dans les 2 années qu'elle a vécues, a produit de nombreux travaux. La société théosophique Hermès, qui a succédé à cette branche, est en pleine prospérité et s'occupe fort activement de l'initiation progressive de ses membres. Une nouvelle revue exclusivement théosophique, la Revue théosophique, vient d'être fondée sous la direction de la comtesse d'Admar et ne peut que servir fort efficacement ce mouvement. Outre cette revue, la France compte encore l'Aurore par Madame la Duchesse de Pomard, dans le même ordre d'idées. Et à l'étranger, le Lucifer dirigé par Madame Blavatsky à Londres, le Sphinx, dirigé par Hub Schleiden à Leipzig, le Pass, dirigé comme la paix, dirigé par K. Judge à New York, défendent et propagent la théosophie. Mais la revue la plus intéressante, sans contredit, c'est celle publiée au siège central, The Theosophist, dirigée par H. Olcott à Diyar Madras, pleine de documents orientaux fort importants. C'est marrant, Blavatsky, je croyais qu'elle avait sorti... il y avait aussi le Lotus bleu, il me semble, faut que je vérifie. Comme on le voit par ces faits, le mouvement théosophique est en pleine prospérité, et, à moins d'un cataclysme, promet de durer encore longtemps. Alors dites-moi si certains connaissent encore ce mouvement aujourd'hui. Alors il y a plein de choses intéressantes quand on lit Blavatsky, alors c'est dur à lire, c'est ennuyeux à lire parce qu'elle fait des pavés, mais on ressort des petites choses sympathiques. Après, c'est vrai qu'elle aurait pu résumer tout ça, mais bon. On pourrait reprocher à la société théosophique son manque de cohésion dans les rapports qui existent entre les branches et la société mère. Alors à savoir justement dans ce courant si la société mère est si importante que ça,
dans la mesure où moi, l'impression que ça me donne, la théosophie, c'est toujours vraiment une orientation sur soi-même, sur l'intérieur de soi. Je trouve qu'il y a moins ce courant fraternel où tout le monde dépend des uns des autres et tout le monde est un petit peu enchaîné. Enfin, c'est ma perception, hein. Il y a vraiment un courant qui est peut-être un peu plus intérieur, plus personnel. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un courant qui est aussi intéressant et à travers ces écrits indiens là, enfin hindous plutôt, hein, c'est intéressant. Moi je commence à me plonger dedans grâce à Blavatsky et c'est quelque chose à lire. J'ai beaucoup critiqué au départ, mais bon, on en ressort des choses assez intéressantes, hein, notamment des choses aussi sur tout ce qui est population antédiluvienne, c'est assez intéressant. Voilà, je vous encourage à voir tout ce qui est donc voile d'Isis, Isis dévoilée, pardon, sur ma chaîne avec Elena Blavatsky et La Voix du silence aussi qui est très très bien. Il faudrait d'ailleurs que je fasse la deuxième partie. L'avenir de la société dépend du centre hindou. C'est d'Adyar que doit partir la direction sous peine de voir perdre à jamais le caractère vraiment original de la théosophie, l'orientalisme et ses enseignements. Les ennemis de la société théosophique sont les mêmes que ceux de la franc-maçonnerie, les cléricaux, et surtout les RP jésuites. Les revues de ces derniers fulminent contre le mouvement et tous les moyens ont été mis en œuvre pour l'arrêter, mais inutilement. Faut toujours qu'ils se tapent dessus, hein. Il y a peut-être des courants qui conviennent mieux à d'autres, hein, et puis c'est des passages aussi, hein. Il y a des gens qui ont peut-être besoin de voir quelque chose et puis peuvent y changer après. Ainsi, la société théosophique nous apparaît comme une véritable franc-maçonnerie orientale et nous conseillons vivement aux francs-maçons éclairés d'étudier très sérieusement l'alliance des deux mouvements. Jusqu'ici, je ne sais pas si ça a été fait. Ce serait un pas immense fait pour la paix universelle et la destruction de tous les césarismes cléricaux, passés, présents et futurs. Section ésotérique de la société théosophique. On va en savoir peut-être un peu plus. Oui, parce qu'on a parlé de Lucifer aussi, donc on va voir un peu. Alors là, je le reprononcerai pas, comme vous savez, ceux qui me suivent sur la chaîne. Je crois qu'il va falloir le reprononcer à nouveau. Voilà, j'ai mon avis sur la question, mais par précaution, ce genre de choses, ça va être Lulu. Vous allez voir. À la société théosophique se rattachent quelques mouvements de minime importance. Parmi eux, nous devons citer la section ésotérique de la section théosophique, complètement indépendante de la société elle-même et fondée tout récemment avec Madame Elena Blavatsky comme présidente. D'après les serments et les statuts publiés dans son journal que je vous ai cité avant, vous voyez, il n'y aura pas besoin de dire, les membres s'engagent à obéir passivement aux ordres de la direction. Ce qui est gênant, toujours ça, c'est passivement, quoi. Voilà, le mot passivement. Pour ceux qui savent pourquoi, je redis, dans certaines vidéos, j'ai dû prononcer ces mots un petit peu trop souvent et j'ai eu des phénomènes un peu particuliers. Donc aujourd'hui, sur ces noms-là, je suis un peu plus prudente. C'était rien de méchant, rassurez-vous, et ça se gère. Mais comme je dis, c'est comme passer un coup de fil. Donc on va éviter, hein. Donc c'est pour ça que je prononcerai, vous verrez, pour ceux qui me suivent ou ceux qui n'ont pas encore entendu à cet égard-là, il y a certains noms que je prononce pas à plusieurs reprises. En échange, ils doivent recevoir un enseignement théosophique et des réponses aux questions qu'ils pourront poser. Alors vous avez vu, ils suivent passivement, donc, comme les ordres de la direction, donc on parle bien d'ordre, et en échange de l'enseignement théosophique et des réponses aux questions qu'ils auront posées, qu'ils pourront poser. C'est pas qu'ils auront, c'est qu'ils pourront poser. Donc on voit déjà que là le cadre il est sacrément limité. Donc il y a quand même un coût. Moi je le dis souvent au niveau des sociétés secrètes, c'est sympa, c'est intéressant, ça permet d'avoir une autoroute entre guillemets au niveau de la connaissance, mais derrière il y a le péage. Donc à voir après lequel est-il, que ce soit d'un point de vue énergétique, que ce soit d'un point de vue d'alimentation des grégores, mais après parfois certaines autoroutes peuvent être intéressantes et c'est compréhensible. De toute façon,
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a encore. Et chacun doit faire son idée là-dessus. Le défaut capital de ces sortes de sociétés, c'est l'accaparement du libre arbitre des membres. C'est ce qu'on vient de dire, ouais, effectivement. L'ésotérisme élémentaire enseigne cependant que la liberté humaine est inviolable et que personne, surtout un initié, n'a le droit d'y porter atteinte. Du reste, le succès de cette tentative n'a pas été extraordinaire, surtout en France, où l'on aime sa liberté. Alors à voir justement aujourd'hui, c'est intéressant parce que vous voyez, il le dit déjà de l'époque. Papus était aussi très critiqué pour son côté indépendant, et je l'ai dit déjà peut-être au début de la vidéo, certainement. Et c'est vrai que il a toujours prôné pour des études aussi très personnelles. Mais bon, ça l'a pas empêché de créer son propre courant. Voilà, là c'est vrai que dans ce cadre-là, vu ce qu'il énumère, c'est un petit peu craignos. Mais voilà, on aime la liberté, mais jusqu'à quel point? Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Et encore une chose aussi, il y a ce système d'engrenage où on rentre, on a un minimum, et puis peu à peu on s'engage un peu plus, on en apprend un peu plus, et au final ce qu'on apprend, c'est pas forcément ce qu'on croyait. Et peu importe. Après, encore une fois, ça dépend des courants. Sur cette partie, vous avez vu, hein, il en a parlé de certains, mais je suis étonnée de pas voir les Templiers. On continue la lecture. La portée pratique de cette société ne peut résulter que d'actions secrètes sentant de bien près les procédés de l'ennemi de la société théosophique et de la franc-maçonnerie. Espérons toutefois, pour l'honneur de la théosophie, que cela ne se produira jamais et que cette société ne constituera pas une petite chapelle élevée à côté de la grande fraternité théosophique. Voilà, il conclut comme ça sur cette partie. Et là, on va passer sur The ésotérique. Donc le courant, l'ésotérisme. Alors c'est The ésotérique de Boston est aussi un rejeton de la société d'Adyar. Donc c'est-à-dire qu'on est aussi sur ces courants hindous. Une revue fort bien faite, The ésotérique, et de nombreuses publications théosophiques signalent cette société surtout commerciale. Nous n'en parlerons pas autrement. Bon, il s'étale pas plus les amis. Il passe tout de suite à autre chose. Bon. En tout cas, je sais pas si ça a perduré, parce qu'aujourd'hui, moi, ça me dit rien. Alors, on arrive au fameux HBOFL. Donc, la Société Fraternelle de Luxor. C'était le courant dont on avait parlé et qui a l'air assez costaud, celui qu'on connaissait pas, je suis en train de survoler rapidement, bon, vous allez voir. Cette formule mystérieuse résume le nom d'une des sociétés occultes les plus fermées qui soient. Tiens. Nous avons eu la grande peine à nous procurer des renseignements à son sujet. D'un côté, nous avons entendu des attaques d'une violence extrême contre elle, de l'autre, des sous-entendus pleins d'enthousiasme. Comme on n'attaque jamais, ce qui n'en vaut pas la peine, nous avons mené notre enquête avec la plus grande impartialité possible. Voici textuellement les renseignements qui nous ont été fournis par un des membres les plus autorisés de cette société. Ce prétendant cercle extérieur nouvellement ouvert d'un centre fort ancien d'initiation, alors j'arrive pas à reprendre ce nom, c'est la Fraternité Hermétique de Luxor. Voilà les amis. J'arrive pas à le retenir, hein, c'est dingue. Donc je vous le redis en français, ça évite d'avoir les HBL. Donc la Fraternité Hermétique de Luxor se propose de développer la théorie occulte sous le point de vue de l'intellectualité et des traditions propres à l'Occident et à enseigner une pratique qui, contrairement à ce qui a été affirmé par ceux qui ne la connaissaient pas, est affranchie de tous les éléments inférieurs, ne tendant qu'au développement des facultés spirituelles. Ok. Bon, ce qui est étonnant, c'est que, voilà, on parle de l'Occident, bon. Pour arriver à son but, elle fait travailler les associés en leur fournissant des instructions manuscrites et les aidant dans leurs études et leurs exercices chacun personnellement. Il est complètement faux que ces instructions soient jamais payées, si nombreuses et si abondantes qu'elles soient. Il n'y a d'autres frais qu'un droit d'entrée d'environ 30 francs,
et une cotisation annuelle de 5 francs, comme dans toute société. Bon, on est encore loin des francs-maçons, les amis. L'origine de la légende des manuscrits payés vient d'un membre du cercle, le plus extérieur, qui, trahissant son serment, se mit à vendre à qui voulait l'acheter le premier manuscrit qu'il avait reçu. Ce manuscrit est, paraît-il, incompréhensible sans un autre, et ne peut que dérouter la curiosité des profanes. Telle est la source de ces histoires de manuscrits vendus à prix d'argent pour l'initiation, dont le Lulu s'est fait écho, le journal de Blavatsky. Donc, tout ça pour dire que c'est un courant apparemment, mais vous avez vu, celui-ci il porte vraiment sur les facultés personnelles, hein, sur les facultés spirituelles, donc ce serait intéressant. Après, pourquoi Luxor? On va voir ça, on peut le voir sur d'autres. De toute façon, le rapport à l'Égypte, on le voit souvent sur les sociétés secrètes. Un autre point intéressant, le fait qu'un manuscrit justement dépende d'un autre et qu'on puisse pas les lire l'un sans l'autre, ça c'est pas mal pour protéger les données. Mais aujourd'hui, on est à l'ère de l'exotérisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, il est possible de trouver beaucoup de choses à ces sujets sans forcément faire partie d'un ordre. Après, comme j'expliquais, il y a la partie soit l'autoroute, où tout est donné, tout est nanan, mais avec des engagements, soit de l'autre côté, on fait ses recherches, on fouille, on travaille, et on peut aboutir aussi à quelque chose. Car aujourd'hui, beaucoup de choses sont disponibles. Avec Internet, on peut retrouver beaucoup de choses. Mais regardez, la preuve, vous m'écoutez là. Vous écoutez un article des années 1889 de Papus. Et oui, les amis, toi qui m'écoutes, est-ce que tu pensais qu'un jour, t'aurais accès à ce genre de documentation? Voilà. Donc, ce qui nous montre, ce fait-là nous démontre bien qu'on a changé d'air. Allez, les amis, on continue la lecture. D'après des renseignements que nous avons raison de croire exact, cette société aurait des membres nombreux répartis en Égypte, dans l'Inde, en Écosse, en France et en Amérique. L'entrée y est très difficile et soumise sans appel aux tendances occultes du postulant, déterminée par l'examen ésotérique de ses aptitudes. Donc oui, bon, enfin, ça revient à la CIA qui se pointe dans les écoles pour vérifier qui a des facultés. Ah là 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 là, je vais me faire sauter la scène avec des paroles pareilles. Bon, enfin bref, vous voyez, c'est le genre, à mon avis, c'était, voilà, seuls des gens, certainement qui avaient des facultés bien poussées qui pouvaient rentrer. Mais ce serait très intéressant de savoir ce qu'est devenu ce type de société. En résumé, il est difficile de nous prononcer sur cette société vu l'obscurité dont elle s'entoure. Si jamais nous avons des éclaircissements complémentaires qui puissent être utiles au public, nous les donnerons. Sachant que Papus était un praticien grand érudit, après est-ce qu'il avait beaucoup de compétences, c'est une chose. Mais, de l'autre côté, voilà, on voit bien encore la différence entre ceux qui étudient beaucoup, qui travaillent beaucoup, et de l'autre côté, ceux qui pourraient avoir des facultés sans finalement être soit... On a beaucoup de gens qui ont des facultés et qui sont absolument pas spirituels, hein. Moi, j'avais appris plus jeune, soi-disant que c'était lié. Non, c'est pas lié du tout, hein. Enfin, ça peut aider, mais c'est pas dépendant. Alors, il y a qu'à voir quelques personnes, il y a qu'à voir le monde de la sortie astrale. Et je condamne pas ça, hein. Moi je trouve ça, il y a des techniques, il y a des gens, ils sont plus équipés que d'autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des personnes qui au niveau cérébral, au niveau pratique, au niveau génétique, vont être plus équipées et que ça dépend pas forcément de ses intentions ou de son équipement personnel ou de sa vie ou de la façon de vivre, de ses codes. C'est qui arrive à faire des choses plus que d'autres. Alors, je vais arrêter de m'étendre. Ça, c'est souvent quand je vous fais des enregistrements en soirée, c'est là que je m'étends souvent. Alors, les martinistes. Ah, donc ça c'est l'ordre de Papus. Sous les initiales de SI se cache un groupe initiatique fort curieux, que nous avons toutes les raisons de croire d'origine martiniste. Alors ça c'est peut-être avant qu'il le crée. Alors attendez, je vais faire une recherche. Alors je viens de vérifier. Donc ce qui est étonnant, donc Papus a créé son ordre, alors pas tout seul, en 1888. Là, on parle de société secrète de 1889. Donc seulement un an après,
Donc sa société aurait déjà 1 an, sachant qu'il a eu beaucoup d'adhérents. Et ce qui est étonnant, c'est que Papus est né en 1865, c'est-à-dire qu'en 1889, Papus a 24 ans. Je vous laisse faire vos déductions, mais voyez un peu le truc, quoi. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui aura, de toute façon, qui a laissé une grande trace. Hein. Notre cher Gérard Ancos, puisque Papus était un surnom. Au début, il s'appelait pas tout de suite Papus. Sous les initiales de SI se cache un groupe, alors c'est S 3 étoiles, I 3 étoiles, se cache un groupe initiatique fort curieux que nous avons toutes les raisons de croire d'origine martiniste. La base de l'organisation de ce groupe, c'est la liberté absolue laissée à chacun des membres. Le développement est essentiellement individuel et se fait en 3 degrés. Les attaches maçonniques de cette société sont du reste nombreuses. Oui, c'est un courant qui est dérivé, mais complètement différent quand même. Aucune somme, quelque minime, qu'elle soit, ne doit être réclamée pour l'initiation. Le profane ne connaît qu'un initiateur et doit cesser toute relation initiatique avec lui quand il devient initiateur à son tour. La conscience est le seul juge des actes de l'initié ou de l'initiateur, et aucun membre n'a d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Bon, déjà, c'est pas mal. L'enseignement porte sur les principes élémentaires de l'occultisme et les doctrines de Saint-Martin. Bon, ça, martinisme égale Saint-Martin, Pasquali, c'est assez connu. Le théosophe. Saint-Martin, le théosophe, sauf qu'il a créé quand même son propre courant. Donc, l'enseignement porte sur les principes élémentaires de l'occultisme et les doctrines de Saint-Martin, le théosophe, apparaissent assez souvent. L'initié connaît un petit nombre de principes, mais il les connaît parfaitement, et l'instruction d'un membre du 1er degré des SI dépasse de beaucoup, au point de vue traditionnel, celle d'un 33e franc-maçon. Oui, parce que en gros, sur ce que je connais du martinisme, c'est que c'est de la recherche et des études directement. Les discussions portent pas, je crois pas qu'il y a du tout de géopolitique ou de politique dedans. C'est vraiment de l'initiation, de l'apprentissage, n'a rien de sociétal de mémoire. Hein. Il me semble. Hein. Ce groupe est susceptible d'une portée pratiquement, ce groupe est susceptible d'une portée pratique fort grande, grâce à la rapide diffusion qu'il peut acquérir. Bon, c'est un peu facile, c'est lui qui va mettre ça en place. Enfin, et c'est pas lui qui l'a créé, mais en tout cas, il a remis un courant en route. Chaque initiateur instruit une foule de membres qui, devenant initiateurs à leur tour, donnent au mouvement une importance réelle. Donc c'est bien parce qu'on a un système de mouvement. Ça, c'est bien. Le défaut de l'organisation des martinistes provient, à notre avis, de la liberté absolue que possède chacun des membres de l'ordre. Il en résulte une série de groupes séparés qui sont individuellement très fortement constitués, mais qui doivent à un moment donné être susceptibles de se réunir. C'est du reste ce qui se fait en ce moment, et il me semble que c'est par son fait. Ajoutons à cette réforme celle de la création de grades d'application avec cahiers spéciaux. Et bientôt, nous pourrons espérer voir augmenter dans des proportions notables les groupes martinistes, déjà fort nombreux. La franc-maçonnerie trouvera là une base très utile d'unité future. Alors c'est pas tout à fait pareil pour les francs-maçons et les martinistes, moi ce que j'en sais, ça me fait toujours bizarre de mélanger les deux. Alors je sais qu'une personne peut aller dans plusieurs ordres, que ça pose pas de souci, mais sachant encore aujourd'hui que les martinistes existent toujours et qui sont hébergés par la Rose-Croix, donc faut voir. En tout cas, ça a tenu le coup, mais je ne suis pas sûre que le nombre de personnes aujourd'hui soit aussi nombreux que les francs-maçons. Loin de là. Mais en tout cas, ça a certainement dû conserver les traditions de recherche et d'application. Alors, justement, on a parlé de la Rose-Croix, donc on y vient. C'est parti, on n'a pas grand-chose. On va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. La Rose-Croix.
L'ancienne fraternité occulte de la Rose-Croix est représentée par une société très intéressante. Il était très ami avec Stanislas de Gaïta qui avait rapporté la Rose-Croix quand même en France, qui avait relancé. L'organisation nous montre à la tête d'un conseil de 12 membres, dont 6 sont connus et dont 6 autres restent inconnus. Prêts à relever l'ordre si une circonstance quelconque devait venir à la détruire. Le signe distinctif des membres de ce degré est le suivant. Ça, je vous laisse pas forcément, c'est un signe un peu particulier, avec une lettre hébraïque, je rentrerai pas dans les détails, je vous laisserai vous procurer et chercher si vous voulez plus d'infos. Outre ce degré exclusivement pratique, il en existe 2 autres, subsidiaires et théoriques, où est donnée l'initiation. Chaque membre fait le serment d'obéissance aux ordres du conseil directeur, mais sa liberté est absolument sauvegardée, en ce qu'il peut quitter la société dès qu'il lui plaît, sous la seule condition de garder secret, ce qui est logique, les ordres ou les enseignements reçus. Oui, sur ce point, de ce que j'en connais, je sais que vous avez plus de difficultés à sortir d'un ordre franc-maçon que d'un ordre rosicrucien, ça c'est connu. La Kabbale dans toutes ses branches et l'occultisme en général sont enseignés dans les 2 premiers degrés. La portée pratique de cette association peut être considérable à cause de l'union fraternelle et étroite qui existe entre tous les membres. Cet ordre est assez répandu surtout en France et il existe toujours aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça... Et en termes de fraternité, c'est vrai que... moi je dirais que je perçois plus la Rose-Croix comme un ordre de chercheurs. Et surtout de pratiques énergétiques. Donc c'est complètement différent de la franc-maçonnerie. Il y a des francs-maçons qui vont dans la Rose-Croix d'ailleurs, qui, parce qu'ils n'ont pas eu assez d'initiation, d'une certaine façon, sont déçus, partent de l'autre côté. C'est très différent. Et on voit quand même que par rapport à ces ordres aujourd'hui, ce qui était peut-être moins le cas à l'époque, il y a quand même une forme de respect en fonction d'une appartenance qui s'établit. Les spirites. Alors, moi, c'est un mouvement que je connais pas du tout. On aurait le plus grand tort de ne pas classer les spirites dans les sociétés d'initiation. Le spiritisme demande un enseignement et surtout une pratique progressif qui ne s'obtiennent que par des efforts constants, soit personnels, soit sous l'influence d'un groupe. Tous ces caractères indiquent une initiation dont il nous faut étudier la portée. Si nous considérons le développement d'un spirit, que voyons-nous? Un individu quelconque, souvent sceptique, est conduit par un ami dans une séance. Là, il est témoin de phénomènes qui le frappent vivement. Malgré toutes les objections, il constate qu'il existe quelque chose de vrai dans ces manifestations. Il retourne plusieurs fois à son groupe, étudie chez lui et finalement est convaincu de l'existence de cette force inconnue sur l'essence de laquelle tant de théories sont échafaudées. C'est alors que commence pour lui un véritable apostolat. Oui, donc il parle des spirites, voilà, leur super activité dont je vous parle souvent le samedi soir, qui invoque les esprits, donc on serait plutôt sur un courant de médium. Il est traité de fou et d'halluciné par tous ses amis, son entourage le regarde avec pitié, se demandant ce qui peut bien le pousser à se moquer ainsi des gens avec ses histoires de revenants. Il persévère toutefois dans sa conviction de l'existence des phénomènes et, quand il est vraiment intelligent, constate que la théorie n'explique pas toutes les manifestations de la pratique. C'est alors qu'il cherche et que, quelquefois, il trouve un rapport immense dans la société occulte, représenté soit par la Kabbale, soit par la théosophie. Beaucoup de théosophes, fort instruits, sont d'anciens spirites, qui ont compris la nécessité de développer davantage les théories généralement admises du spiritisme. La querelle entre théosophes et spirites n'est au fond qu'une question de mots,
et je suis persuadée que les doctrines des deux parts sont complémentaires, mais non pas ennemies, comme voudraient le faire croire ceux qui n'ont qu'une connaissance fort superficielle de la théosophie. Ainsi, l'initiation au spiritisme n'est qu'un des côtés de l'initiation générale. Le spiritisme est fort répandu dans le monde entier et étudié dans un nombre considérable de groupes malheureusement séparés, et souvent ennemis les uns des autres. Ça aide pas tout ça à chaque fois. Nous donnerons une idée de l'importance de ce mouvement en disant que le Communion Soul réunit chaque mois, le 27 à la même heure, 10 millions d'individus dans une seule pensée. Vous savez, c'est le principe de chaîne. J'avais un article comme ça que j'avais publié. À Paris, le nombre des spirites peut être évalué à 25 000. Dans ces dernières années, le savant anglais Crookes, président de la Société royale de Londres, l'équivalent de notre institut, a étudié scientifiquement les manifestations spirites. Voyez à ce sujet le beau livre de M. Eveling Rambaud, Force psychique. Son livre a fait une telle impression que les savants évitent d'en parler et insinuent doucement que leurs chers collègues pourraient bien être fous. Et ces instruments, ces balances, ces enregistreurs, ces appareils de photographie sont-ils fous aussi? En France, le docteur Gibier a fait des études dans ce genre et une disgrâce mal déguisée est venue rapidement le récompenser. Le mouvement spirit est cependant formidable. Ce n'est pas par milliers, mais bien par millions qu'il faut compter ses membres, et sur 10 revues s'occupant d'occultisme, il y en a 7 environ traitant particulièrement du spiritisme. J'arrête pas de vous le dire, vous savez que c'était une époque, c'était la mode des tables tournantes, quoi, hein. C'était, comme je disais, ils n'avaient pas la télé, leur soirée c'était ça entre potes, hein. Ils faisaient venir un médium, ou un médium à eux tes potes, où ils essayaient des trucs, et c'était parti, hein, c'était leur télé, quoi. Nous espérons donc que tous les spirites éclairés comprendront la nécessité impérieuse de connaître, sinon d'admettre, toutes les théories de la science occulte, et bientôt le groupement ne tardera pas à se former sur des bases vraiment sérieuses. Conclusion. Le manque de place nous a obligés de traiter d'une façon très générale chacune des branches du grand mouvement de la science occulte. Il faudrait un volume pour développer suffisamment ces données. Et oui, on est sur un article de journal et vous voyez, même là, moi j'ai dépassé. Telles qu'elles nous apparaissent, cependant, elles suffisent à montrer l'importance du courant qui nous entraîne vers le spiritualisme, balayant partout victorieusement les fausses données du matérialisme. Les prêtres de ce dernier, endormis par l'inaction, viennent de sentir tout à coup le danger. Les universités se lèvent, les académies fulminent, les savants s'agitent et pérorent. Mais il est trop tard. Les faits sont là, indéniables. La société théosophique multiplie ses branches, le spiritisme se reprend, se répand avec une rapidité inconcevable. Le magnétisme animal triomphe à son tour sur le terrain même de l'hypnotisme, sa vulgaire copie à l'usage des instituts. Je me demande s'il n'y a pas un rapport là-dedans. Vous savez, on l'avait vu avec Paul Sédir sur les rêves. On est sur du remote viewing, clairement vision à distance. Sur l'ensemble, c'est pas le magnétisme animal et l'hypnotisme, c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Enfin, l'hypnosie parce que c'est quand même une descente en état modifié de conscience. Mais sur le reste, non. Plus que toutes les théories, les chiffres sont là et vont nous donner la puissance du mouvement d'après le nombre de revues traitant des sciences occultes sous l'une quelconque de ses faces. Oui, ça fait bizarre comme c'est écrit, mais c'est comme ça. Alors, sur ces faces, donc on a théosophie, spiritisme, cabale, magnétisme, symbole maçonnique, etc. Et là, il fait le compte des revues, les amis. En France, on a 21 revues ésotériques. Belgique 4, Angleterre 10, Italie 3, Allemagne 3, Russie une seule, Hollande 1, écoutez-moi bien, Espagne 14, Portugal 2, Amérique du Sud 31.
31 revues. Amérique du Nord, 14. L'Inde, 1. Australie, 1. Japon, 1. Ce qui fait un total de 107 revues. 107 revues mensuelles traitent donc de ces questions et ces revues sont répandues dans le monde entier. Le groupement de tous ces organes devrait être le prélude du groupement de toutes les sociétés vers un but commun. Mais qui pourra réaliser cette union? Il appartient à la Providence de le décider, sachant que nos médias ont changé aujourd'hui. Alors d'une façon, on voit que finalement ça a diminué aujourd'hui, mais on a énormément de médias aujourd'hui, et la télé, tout ça, on traite aussi également. Alors, il signe pas plus, mais il met une petite annotation. Quand il appartient à la Providence de le décider. Donc pour l'union du sens commun de tout ça. Un pas immense vient d'être réalisé pour ce groupement. Après une entente entre tous les groupes spiritualistes, il a été décidé qu'un comité exécutif formé d'un délégué au moins et de 3 ou plus de tout groupe spiritualiste, entre parenthèses théosophique, kabbalistique, spirit, etc., serait formé. Ce comité exécutif préparera le grand congrès spiritualiste qui sera tenu à Paris le 1er septembre. La réunion du comité aura lieu 1 rue des Chabanais le mercredi 24 avril. Alors c'est rigolo parce que quand j'enregistre là, je suis 22 avril. S'adresser pour tout renseignement à Monsieur Ley-Marie à cette adresse, mais là, donc on a 1 rue de Chabanais. Si vous voulez vous y adresser, je doute que ça marche aujourd'hui. En tout cas, voilà. L'article est terminé. Je vous mettrai pas de publicité, alors attendez, si, je vais quand même regarder s'il y en a. Mais l'article est déjà très long. On a plutôt des choses sur les gravures, la librairie, d'autres livres. On n'a pas beaucoup de choses. Attendez, je regarde, je prends un petit temps, attendez. Pour ceux qui voulaient juste l'article, vous pouvez en rester là. Là, je vous ai trouvé juste une toute petite info dans une partie nouvelles diverses. Dans son article, mais vous allez voir, c'est plus un élément, une donnée ésotérique, donc numérologie, vous allez voir. Dans son article de la revue Théosophique, Madame Elena Blavatsky parle en termes mystérieux des relations de l'année 1889 avec certains noms divins révélés aux occultistes contemporains récemment. Voici l'explication de ce mystère. La somme des chiffres de 1889, 1889 égale 26. 26 correspond à la somme du nombre des lettres du nom sacré Yève. Donc Yod égale 10, E égale 5, Van, 6 et à nouveau 5, total 26. Le cartomancien était là, a fait des rapprochements intéressants de ce nombre et des applications multiples auxquelles il peut donner lieu. Le tarot des momiens, on va le lire celui-là, donnant la clé absolue de la science occulte, est du reste basé sur le nom sacré Yève. Je crois que c'est Yévé. Voilà. Ce volume sur le tarot, de près de 300 pages, Grandine 8, avec nombreuses planches hors texte, est sous presse, il paraîtra dans 1 mois et demi environ chez l'éditeur Carré. Donc ça, c'est sa petite annotation en papus. Voilà, c'était juste pour vous donner ça. Pour le tarot des bohémiens, j'ai une question. Je voulais voir avec vous, pour ceux qui peuvent me répondre, ceux qui me suivent, je me demandais si j'allais pas faire quand même une base avec les caractères hébraïques en me basant justement sur une lecture d'un livre de Papus. Voilà. Ce qui permettra d'aborder un peu plus ce livre du tarot des bohémiens, sachant qu'il y aura aussi le tarot divinatoire à voir par lequel je commence. Mais je pense tout de même que lire ce livre en ce qui concerne l'interprétation du langage hébraïque par Papus, j'ai plus le titre exact en tête, mais je pense que ça peut être bien quand même pour certaines personnes qui sont en début d'études, pour pouvoir après, même pour moi, un peu mieux comprendre les 2 œuvres qui suivent, même si je suis un peu dedans, mais ça me permettra d'ajouter quelque chose. Voilà, je vous dis à bientôt, merci pour votre écoute, et à bientôt sur Livre Ésotérique Ancien.